Bonjour Karim. Bonjour Nicolas. Écoute, ravi de te recevoir sur Comptoir IA. Ça fait très longtemps que je voulais te recevoir. Donc Karim Beguir de Instadeep. Karim, toi tu as déjà réalisé là, un vrai succès dans l'IA. Tu es dans le sujet depuis plus longtemps que novembre 2022. Et ChatGPT, si j'ai bien compris, depuis 2014. Tu vas nous en dire un peu plus. Juste avant, merci beaucoup à Axel de Alpha Intelligence de nous avoir mis en relation. C'est super sympa. Et donc, Karim, donc toi, tu as créé donc Instadeep, donc une plateforme aujourd'hui sur laquelle l'intelligence artificielle sert plein d'usages, et notamment la biologie. C'est pour ça que j'étais hyper curieux de te recevoir. Merci pour l'invitation. Oui, effectivement, Instadeep, c'est un projet que j'ai cofondé en 2014. Moi-même, je suis franco-tunisien, je suis un ancien de Polytechnique, j'étais toujours passionné par les maths appliquées. Et quelque part, Instadeep, c'est vraiment, voilà, j'ai décidé de foncer, de créer une boîte qui correspond à mes valeurs et à celles de ma cofondatrice, Zora Slim. Et l'idée, c'était d'innover en IA tout en apportant une vraie valeur à des entreprises partenaires. Et c'est comme ça, en partant en fait de quasiment rien, on a démarré avec 2 laptops, 2 000 euros. On a réussi à construire une société qui à la fois pouvait faire des découvertes fondamentales en IA, publier des papiers de recherche, collaborer en recherche avec des grands centres, et en même temps être vraiment au plus proche des sociétés, des entreprises, leur apporter une valeur concrète. Et donc, c'est petit à petit qu'on a développé la société qui est sur plusieurs secteurs, bien entendu biologie, mais également d'autres secteurs. Donc, on est une vraie plateforme IA et on est passionné par tout ce qui se passe. Excellent, Karim. Tu vas nous en dire plus. Mais alors, pour revenir un peu déjà sur nos questions classiques, est-ce que tu as été surpris par l'arrivée de ChatGPT, de l'IA générative depuis grosso modo 5 mois et les LLM? En fait, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé depuis novembre, hein, c'est que ces technologies existent depuis quelques années déjà. Mais le moment, je dirais, magique, c'est effectivement l'introduction de ChatGPT parce que c'est le moment où finalement des technologies de pointe entrent en contact avec le grand public. Et ce qui s'est passé est absolument extraordinaire, hein. Une adoption ultra rapide et on est vraiment rentré dans un nouvel âge de l'IA. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience de la part de la société. Je pense que nous tous, on a essayé de faire quelques prompts sur ChatGPT et autres. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire que ces technologies ont atteint un niveau de maturité et qui fait qu'au contact du public, eh ben voilà, la magie s'est opérée et donc on est passé à une toute autre vitesse de développement. Ouais, ouais, donc on parle d'une révolution. Au moment où on se parle, 19 mai, hier, OpenAI a annoncé le lancement d'une application iPhone dans un premier temps, iOS, donc pour ChatGPT. Et rien que ça, je pense que ça va être une révolution aussi, parce que ça va être marrant de voir les usages, le changement d'usage de ChatGPT sur mobile et potentiellement contrôlé à la voix avec Whisper. Donc, on va suivre Oui, ça avec absolument. attention. En fait, ce qui est génial, c'est que même s'il y a eu des choses absolument extraordinaires dans les derniers mois, il y a encore beaucoup de choses dont on sait qu'elles sont possibles et qui n'ont pas été encore faites. Donc, effectivement, connecter un système de reconnaissance vocale comme Whisper avec voilà, un LLM puissant du type GPT-4 ou autre. Et peut-être, on peut même avoir un avatar, voilà, une sorte de visage qui vous parle. Ça existe déjà, en fait. Il y a une application, par exemple, qui s'appelle Call qui fait ça. Mais donc, intégrer ces technologies ensemble, et si potentiellement aussi avec voilà, une synthèse voilà, de la parole qui est assez crédible, ça peut donner lieu à des expériences qui sont absolument ahurissantes si on les considérait il y a quelques années, quoi. Donc, ça bouge très Mmh. vite, mais il y a encore énormément de choses qui vont se développer dans les prochains mois. Ouais. Excellent, on va suivre ça avec impatience. Alors, Karim, est-ce que je peux te demander, donc au niveau IA, donc toi tu travailles sur le sujet depuis quelques années, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les technologies sur lesquelles tu as travaillé avec Instadeep? Donc, est-ce que tu étais sur de l'IA symbolique à la base? Est-ce qu'ensuite tu as travaillé aussi sur des LLM? Comment ça s'est passé sur l'IA pour vous?
Donc, nous, on a une expertise dans tout ce qui est apprentissage approfondi, donc apprentissage profond de type deep learning. Donc, au départ, on avait lancé quelques applications d'IA visuelle, mais très rapidement, on a commencé à se développer sur deux angles, les LLM d'un côté et tout ce qui est apprentissage par renforcement, donc reinforcement learning. Et ce qui est intéressant dans le RL, c'est que ça a beaucoup d'applications potentielles, et notamment dans ce qu'on appelle le RL multi-agent, donc Multi-Agent Reinforcement Learning. Ça, c'est super intéressant et on pense que c'est une voie d'avenir parce que c'est cette notion qu'on a plusieurs agents qui, ensemble, vont interagir et résoudre des problèmes plus complexes. Quelque part, un petit peu comme la civilisation humaine fonctionne. Vous avez différents experts, ils se parlent et ensemble, ils résolvent des problèmes. Donc, notre expertise, elle est à la fois sur LLM, mais aussi ces technologies de décision complexes. Et c'est ce genre de choses qu'on déploie avec des partenaires industriels. Sur le multi-agent dont tu me parles, est-ce que c'est la même notion que les agents dans AutoGPT, par exemple? Ça peut être, voilà, un agent, alors juste pour donner une Merci, idée merci de Karim. ce qu'on entend par agent. Un agent, c'est vraiment cette idée qu'on va agir sur le monde, sur un environnement donné. Donc, AutoGPT, c'est un agent. Pourquoi? Parce que finalement, bah, il va créer des outputs qui vont servir à lui, de nouveau, récursivement, à améliorer un petit, sa prise de décision, potentiellement aussi appeler des plugins sur Internet, etc., etc. Donc, il y a une notion de je me balade dans un environnement complexe, je prends des décisions, ces décisions affectent l'environnement, m'affectent aussi, et ainsi de suite. Donc, cette notion d'agent est très puissante. Et à notre sens, à Instadeep, c'est à travers plusieurs agents qu'on peut résoudre des problèmes à très grande échelle. Je donne peut-être un exemple concret. On bosse avec la SNCF allemande, Deutsche Bahn, sur une problématique qui n'a jamais été faite auparavant, qui est voilà, de préparer le scheduling de tous les trains d'Allemagne. Donc, l'Allemagne, c'est très grand. On parle de plus de 30 000 km de voies ferrées, plus de 20 000 trains par jour. Et donc, comment vous allez coordonner tout ça à l'échelle d'un pays? Et ce qu'on a observé en collaboration avec nos partenaires, c'est que si on distribue le problème à travers plusieurs agents locaux, eh bien, finalement, un problème d'une très grande complexité peut commencer à être résolu. Donc, ces notions de multi-agents sont très puissantes. Et quelque part, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme la civilisation humaine. Il y a un papier fascinant de Google qui est sorti le mois dernier sur ce qui s'appelle Generative Agents, où ils ont pris des LLM et ils les ont mis dans un contexte de un petit peu SimCity. Donc, chaque agent est une personne, voilà, elle est dans une telle famille, elle travaille sur tel sujet, tel sujet. Et donc, ils ont donné une personnalité à chacun de ces agents et ils ont observé est-ce que le comportement de cette société, en fait, de cette mini-ville, quelque part est réaliste, correspond un petit peu à ce qu'on verrait dans une société humaine. Est-ce que ces agents, par exemple, créent des nouvelles amitiés, de nouvelles collaborations? Est-ce qu'ils se réunissent autour de thèmes? Et la réponse est oui. Et ça, c'est fascinant. Ça veut dire vraiment que nous sommes à une étape où finalement, ben, on est en train de passer d'une civilisation humaine à une civilisation humaine-machine, où quelque part, ces machines-là vont être nos assistants, nos partenaires, mais vont finalement s'intégrer un petit peu au tissu de la société. Ce qui est très proche d'ailleurs de la vision de Yuval Harari, quand Yuval Harari mentionne que le langage, ben, c'est quelque chose de très important parce que c'est le liant entre voilà, différentes personnes, c'est voilà, partager les mêmes croyances, c'est ce qui soude une société. Et donc, on va avoir des choses fascinantes dans les années à venir ou en termes d'agents qui commencent à collaborer avec leurs partenaires, leurs collègues humains, avec d'autres machines, etc. Donc, de notre point de vue, il y a encore énormément de développement et que ça va être de type multi-agent. Donc, on va sortir du cadre classique du LLM question-réponse pour aller à des choses beaucoup plus avancées. Ah ouais, génial. Écoute, on a vu ce papier en effet de Google, Simulacra là, avec les Sims, en effet, des comportements qui naissaient. C'est complètement bluffant. Et oui, oui, et ce dont tu parles, Harari, là, on a bien vu aussi avec les LLM en fait qui hackent le système d'exploitation de la civilisation qui est la société.
Donc oui, oui, super intéressant. À ce propos, j'ai vu un exemple incroyable hier un développeur de VR qui fait jouer en fait des rôles en fait à des personnages normalement donc des NPC, des non-playable characters, tu vois, en Oui. VR, et il se balade dans une pièce où grosso modo c'est une soirée avec des gens et il va interagir avec eux en leur ayant donné, tu vois, chacun un rôle d'agent GPT-4 franchement c'est incroyable, c'est complètement fou. Ah, mais, non, mais du coup, on est en train de résoudre la question de comment on va voilà, peupler ces univers virtuels. Et ben, finalement, voilà, avec ce concept de, voilà, chaque personnage sera son propre LLM avec un certain conditionnement de départ, mais aussi une potentialité d'évoluer à travers le jeu. On va avoir effectivement des choses d'une richesse inouïe. C'est un peu comme les jeux dont vous êtes le héros des années 90, voilà, où vous avez des rôles par texte et tout, sauf que maintenant, effectivement, ça sera en 3D, en réalité virtuelle et autres. Donc il y a Mmh. énormément de choses qu'on sait en développement, mais qui ne sont pas encore arrivées. Donc je pense que, de mon point de vue, on est entré dans ce que j'appellerais le super cycle de l'IA. C'est-à-dire que les choses vont avancer extrêmement rapidement. Et donc, la vraie question, c'est d'être sûr que ce développement est bénéfique, mais c'est une époque extraordinaire. Alors, Karim, je suis obligé de te la poser. Ma question, c'est à chaque fois, est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing selon toi? Je dirais que le premier ChatGPT, non, mais GPT-4 commence à passer le test de Turing. Donc, le diable est dans le détail, hein. Test de Turing, est-ce qu'on veut dire un test où quelqu'un n'est pas au courant qu'il est dans un test et il parle à un système, ou il parle à des humains, est-ce qu'il arrive à faire la différence? Ou est-ce que c'est vraiment un test formel? Il y a des sociétés, il y a même des compétitions qui ont lieu sur le test de Turing. J'aurais tendance à dire que pour GPT-4, si c'est vraiment un test encadré, c'est-à-dire qu'on a des opérateurs humains dans un contexte adversaire, où ils savent qu'ils sont peut-être en face d'un LLM ou autre, c'est pas certain que ça passe encore le test de Turing. Nous sommes, voilà, les êtres humains sont très créatifs, peuvent être très compétitifs, ils peuvent trouver toujours des failles dans le système. Un exemple récent, par exemple, c'est voilà, des gens qui ont trouvé une faille sur AlphaZero dans le jeu de Go, qui fait que finalement, voilà, on pensait que c'était Ouais. totalement perdu pour les êtres humains. C'est pas tout à fait vrai. De temps en temps, il y a quand même un sursaut. Mais par contre, si par test de Turing, Nicolas, tu veux dire, je me mets dans une situation, je suis en train de parler voilà, sur Slack ou sur Microsoft Teams, et je parle à un collègue et j'ai une conversation normale, et finalement, je suis incapable de distinguer est-ce que ce collègue est humain ou un LLM. Je pense que GPT-4, effectivement, est probablement le premier LLM qui passe le test de Turing en pratique. Oui, oui, tout à fait. Euh, En effet, bien une question de définition, de précision sur ce test. Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours en effet adapté et bien préciser les paramètres de l'expérience? Alors Karim, moi là où je suis ravi de te recevoir, c'est que j'ai eu des entrepreneurs, des chercheurs, des artistes sur le sujet de l'IA, mais j'ai rien eu sur le domaine de la biologie. Euh, j'aimerais comprendre un petit peu plus ce qui se passe sur l'IA donc et les biotech. On entend souvent parler de protein folding. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les avancées qu'on peut avoir grâce à l'IA et notamment à InstaDeep dans les biotechnologies? Oui, absolument. Donc, dans le cas d'AlphaFold, AlphaFold, c'est un des exemples marquants des dernières années où on voit qu'un système à base d'apprentissage profond peut finalement aller beaucoup plus loin que des systèmes experts. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, c'est une équipe d'IA et de machine learning, pas une équipe d'experts en biologie, qui a complètement révolutionné le secteur. Donc, c'est un petit peu voilà, un sens de qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Et effectivement, l'usage de technologies de type transformer, donc de modèles à base d'attention, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser en biologie et qui va avoir énormément d'impact dans les années à venir. Donc, à InstaDeep, effectivement, on travaille sur ce secteur-là avec nos partenaires, donc avec BioNTech depuis plusieurs années. Et pour vous donner un exemple concret qui est public, nous avons développé ensemble ce système de détection des variants potentiellement dangereux du Covid
pendant la pandémie, qui était en fait un premier usage de systèmes de type génératif. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'InstaDeep, en fait, on faisait des modèles d'IA voilà, de type LLM, génératif et autres, attention-based, avant même que le mot IA générative existe. Donc, nous sommes parmi les... Là, tu me fais LLM, IA générative plus Covid. Là, c'est quand même extraordinaire en impact. Absolument. Et on a réussi voilà, à démontrer que sur la base de la séquence d'un variant donné, on était capable de dire a priori si ce variant était potentiellement dangereux. Ce qui ensuite a été déployé en production par BioNTech et qui a permis d'améliorer les capacités de détection et du coup la réactivité des systèmes derrière. Donc ça, c'est un exemple concret. Mais je dirais, si on voit où on est aujourd'hui, Nicolas, par exemple, si on voit sur les LLM, nous sommes dans l'âge d'or des LLM. Ce qui est formidable, c'est que ces systèmes marchent, en fait. Avant, si on se rappelle, par exemple, GPT-3 qui est sorti en juin 2020, ben, GPT-3, c'était sympa, mais ça marchotait. De temps en temps, ça donnait une bonne réponse. De temps en temps, c'était complètement à côté. Et donc, quelque part, est-ce que c'était vraiment utile? Pas vraiment. Et ce qui est fascinant et ce qui m'inspire beaucoup, c'est de voir que des équipes qui sont extrêmement motivées, qui sont focalisées sur la qualité du produit. Et donc, en termes de technologie, en fait, le premier ChatGPT, qui était sur la base de GPT 3,5, d'un point de vue technique, à la base, n'était pas très éloigné de GPT-3, mais il a eu beaucoup de raffinement. Ils ont énormément travaillé sur améliorer le système, donner du feedback, notamment avec RLHF, donc du feedback humain à travers des technologies RL. Et donc, ils ont réussi à raffiner le système à tel point que n'importe quelle personne qui utilise ChatGPT va trouver de la valeur dans le système. Et je dirais que ce qu'on a vu sur les systèmes voilà, de type LLM pour le langage, on va le voir en biologie dans les 4 ou 5 années à venir. C'est-à-dire qu'on va passer de systèmes qui commencent à marcher, qui de temps en temps, effectivement, donnent un peu des expériences sympas, donc un peu l'équivalent de LLM de juin 2020. Dans les années à venir, je pense qu'en biologie, et je l'espère, on va avoir des progrès qui vont avoir un vrai impact sur la santé des gens et des vraies révolutions scientifiques et thérapeutiques. En tout cas, c'est dans ce sens-là que nous, à InstaDeep, on s'engage. Donc, à la fois sur cet aspect biologie et sur l'IA en général. Notre mission à InstaDeep, ça a toujours été de s'assurer que, voilà, qu'on accélère l'avènement d'un monde où l'IA joue un rôle primordial, mais un monde qui est bénéfique à tous. Donc, tous les exemples que je vous ai mentionnés, c'était toujours drivé par cette idée d'apporter quelque chose de positif pour la société, d'avoir un impact au moment où ça compte le plus. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il va y avoir des choses absolument fascinantes dans les années à venir, en biologie en particulier, et en général en IA. Ah ouais, excellent. Donc, en fait, donc ce qu'on dit, c'est que le langage écrit a été hacké, un petit peu, comme le dit Oui. Yuval Harari. Et grosso modo, ce que tu me dis, c'est que le langage des protéines, enfin, ce code-là, il est en train d'être hacké, grosso modo, en ce moment. Absolument. Je pense qu'il y a des découvertes scientifiques de très haut niveau qui ont eu lieu en ce moment. Et ça va, on l'espère, donner lieu à des thérapeutiques, des vaccins de nouvelle génération qui vont avoir un impact très bénéfique sur la santé des populations et autres. Donc, je pense qu'on va avoir plus de développement, plus de découvertes dans les 5 années à venir en biologie qu'on en a eu dans les 5 années précédentes. Extraordinaire, extraordinaire. Alors ça, c'est fascinant et c'est génial que tu participes à ça. Alors, pour continuer juste dans cette voie-là, j'ai vu une interview qui était pas mal cette semaine, entre Sam Altman et Patrick Collison de Stripe. Et donc, grosso modo, Sam Altman posait une question à Patrick Collison, lui demandait, selon lui, quel est le budget dépensé pour la recherche contre le cancer chaque année? Tu as une idée, toi, Karim? Je pense que ce sont des chiffres très élevés, probablement plusieurs milliards de dollars. Le cancer, c'est vraiment voilà, c'est des choses les plus dangereuses dans le monde aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de recherche qui a lieu, beaucoup de développement. Je ne suis pas un expert du sujet, mais je dirais qu'effectivement, les chiffres sont très, très élevés.
Ouais, donc, et alors, tu vois, Patrick Collison répond quelques milliards. Sam Altman lui dit peut-être entre 15 et 50 milliards de dollars, tu vois, grosso modo. Et après, ce qu'il lui dit, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que, grosso modo, euh, si on a une IA qui fonctionne bien, et qui est capable de nous dire où est-ce qu'il faut faire la recherche, ben, grosso modo, on n'a pas besoin de ces 25, 30, 50 milliards de dollars, mais on peut envoyer 500 millions de dollars, tu vois, sur un projet et avoir un gain d'efficience du capital parce qu'il est alloué au bon endroit qui peut être énorme. C'est ça, t'imagines ça un petit peu aussi quand tu nous dis qu'on va avoir une accélération de cette recherche. Absolument. Après, il y a aussi une réalité qu'il y a une différence entre entraîner un modèle à très grande échelle et résoudre des problématiques aussi complexes que le cancer. Il y a tout un environnement de régulation qui fait que même si on a des découvertes fondamentales énormes, il va y avoir un petit peu de temps pour valider effectivement que ce sont des choses qui sont bénéfiques pour la santé des personnes. Et on veut cet environnement de régulation, hein, s'agissant de la santé des gens. Donc, je dirais que oui, Sam Altman, ce qu'il est en train de décrire, c'est cette vision très OpenAI qui est finalement, si j'arrive à AGI, donc une intelligence artificielle généralisée du niveau des hommes, voire même plus, je vais résoudre des grands problèmes et que quelque part, c'est un accélérateur de développement dans tous les autres. Et je dirais que quand on voit le parcours et l'évolution d'OpenAI, ce sont des personnes à prendre au sérieux. Je pense que c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire avec finalement une petite équipe, beaucoup de moyens, mais une petite équipe. Et à mon sens, en effet, à l'avenir, des découvertes de type fondamental en sciences seront certainement drivées par l'IA. C'est le cas, par exemple, aussi en mathématiques. On peut imaginer des LLM à très grande échelle qui finalement formulent des hypothèses qui sont ensuite vérifiées par des systèmes experts ou par des mathématiciens, etc. Mais donc, je dirais, l'avenir de la recherche scientifique, c'est une recherche où l'IA joue le rôle finalement d'un collègue très intelligent qui propose plein d'hypothèses. Certaines, finalement, ne sont pas bonnes, mais c'est pas grave. Du moment qu'il y en a certaines, quelques-unes qui fonctionnent, du coup, on peut progresser. Et donc, je pense que voilà, ce moment où l'IA participe à la recherche scientifique, on n'y est pas encore, mais comme on disait tout à l'heure, il y a de fortes chances que tout ça s'accélère dans les années à venir. Ouais, super. Écoute, j'ai reçu un mathématicien une fois sur ce podcast qui avait la même idée un petit peu sur l'accélération, en tout cas de la recherche en mathématiques fondamentales et les théorèmes par rapport au nombre de mathématiciens qui est quand même un peu réduit quand même dans le monde, pas si nombreux que ça, et que ça allait beaucoup les aider dans les années à venir. Oui, oui, mais récemment, je lisais la biographie, l'autobiographie de Pierre-Louis Lyons, qui était mon prof à Polytechnique et qui est médaille Fields, un très grand mathématicien français. Et ce qui est génial, c'est voilà, il décrivait un petit peu comment la pratique des maths, qui est vraiment, voilà, on est bloqué sur un sujet, on discute avec quelques collègues, on tente plusieurs pistes, mais finalement, c'est un travail très créatif. Et donc, la capacité créative des LLM, elle va tomber à point sur ce genre de choses. Et donc, de ce point de vue-là, quelqu'un qui fait des maths aujourd'hui, finalement, la pratique des maths va changer d'une manière fondamentale. Euh, Peut-être elle va plus changer dans les 5-10 prochaines années qu'elle n'a changé durant le dernier siècle, quoi. Donc, on est à un moment fantastique. Et c'est sur l'aspect créatif de ces systèmes que ça se joue. Par exemple, je ne sais pas si tu connais ce livre de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, qui est un livre de référence. Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie et qui étudie le comportement des personnes, qui étudie comment les humains réfléchissent. Et donc, la grande idée, c'est qu'il y a deux systèmes. Il y a le système 1 qui est le système intuitif. On se parle, j'ai une idée tout d'un coup comme ça. Je n'ai pas compris comment j'ai eu l'idée, mais j'ai l'idée, c'est cet aspect intuitif, viscéral. Et système 2, c'est vraiment le truc rationnel, pas à pas. C'est comme si, par exemple, je faisais une multiplication, une grosse multiplication, je vais l'écrire, pas à pas, je vais vérifier. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les LLM, c'est un très bon système 1 aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut sortir plein d'idées, certaines farfelues et certaines très, très intéressantes. Et donc, de ce point de vue-là, oui, côté science et côté formulation d'hypothèses, il va y avoir de quoi faire dans les années à venir. Oui, et alors, bon, ce LLM qu'on trouve fascinant, il peut même halluciner. Donc,
donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il peut nous aider beaucoup sur le côté créativité, mais peut-être que dans le futur, il faudra qu'il soit peut-être renforcé ou y adjoindre des briques un petit peu plus symboliques, experts, tu penses? Oui, mais en général, oui, il va falloir baisser le niveau d'hallucination. Donc, comme on disait, les LLM aujourd'hui, c'est vraiment système 1. C'est le modèle, il va faire une inférence, il va sortir voilà, une séquence qui est relativement probable, pas forcément la plus probable, mais relativement probable. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Et la réponse est oui, bien sûr, on peut faire mieux. Déjà, quelque chose de très simple, c'est faire du planning. Donc, le planning, c'est cette idée de réfléchir avant d'agir. Imaginez, par exemple, que vous êtes un général, vous avez une armée, ben, vous pouvez prendre, voilà, sentir un truc et donner un ordre. Vous pouvez sentir un truc et dire, attendez, je vais réfléchir, je vais mesurer les implications de si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et je vais jouer plusieurs scénarios, je vais prendre le temps d'explorer plusieurs scénarios et je vais découvrir que, tiens, finalement, il y avait quelques raffinements que je n'avais pas vus. Et c'est à l'issue de tout ça que je donne mon ordre. Donc, cette notion de planning qui a été utilisée notamment par DeepMind dans AlphaGo, AlphaZero pour résoudre, voilà, construire le meilleur système de jeu de Go au monde, ben, on va voir des systèmes de LLM qui introduisent le planning. D'ailleurs, un petit aperçu de ça, c'est un petit détail, mais Sundar Pichai, lors de Google I.O., là, il y a une dizaine de jours, ben, finalement, il a dit, bah, on a un système en développement qui a du planning. Donc, je pense qu'on va avoir effectivement des systèmes de type LLM qui vont être plus intelligents, plus réfléchis quelque part, qui vont venir. La vraie contrainte aujourd'hui, en réalité, c'est une question de puissance de calcul. Et donc, le planning, c'est quelque chose de cher d'un point de vue calcul. Donc, il faut qu'on trouve des astuces pour pouvoir intégrer ça, mais c'est qu'une question de temps. Et du coup, on aura des systèmes qui vont délirer beaucoup moins dans l'avenir qu'aujourd'hui. Ah ouais, super. Euh, dans les équipes d'Instadip, donc toi, vous recrutez en ce moment des chercheurs dans ces domaines pour intervenir. Et enfin, vous avez déjà des équipes qualifiées qui travaillent depuis un moment là-dessus, quoi. Absolument. Donc, ce qui est génial à Instadip, c'est qu'on est une des rares sociétés où vraiment on joint l'utile et l'agréable. Donc, on fait de la recherche fondamentale, y compris de la recherche scientifique sur différents domaines, biologie, mécanique quantique et autres. Mais on va à un côté très appliqué. On est toujours très pragmatique. Comment on peut apporter de la valeur à nos partenaires? Comment on peut avoir un impact positif sur le monde? Et donc, effectivement, Instadip recrute. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a réussi à garder ce cadre très convivial, très décomplexé finalement, où on peut faire de la recherche. Ça arrive très souvent que voilà, un de mes ingénieurs ou un de mes chercheurs arrive avec une idée qui n'était pas prévue, et si on pense que c'est sympa, on va le faire. Donc il y a une certaine liberté intellectuelle, et en même temps, ben, on est vraiment très pragmatique. On n'est pas un centre de recherche qui brûle des centaines de millions ou autre. On est vraiment dans l'action, mais dans l'action qui a un impact positif. Et c'est voilà, un petit peu de l'ADN de la société qui avait démarré avec rien, juste une passion et une envie de faire des choses et d'apporter de la valeur. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, mais vous avez donc des GPU aussi, Absolument, du oui. hardware? Ouais. Ouais, on a notre propre hardware, ce qui est une des choses assez rares pour une startup. Donc, on a nos propres NVIDIA DGX, on a des A100, donc voilà, tout un cluster qu'on gère en Grande-Bretagne et on l'espère bientôt aussi en Europe continentale. Et ce qui est sympa, c'est que justement, ben, on a les experts en termes de HPC, donc la High Performance Computing en interne, qui font qu'on peut finalement faire le lien entre du hardware et du software. Et ce qui est génial finalement, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que si on arrive à bien ajuster le hardware à ce qu'on veut faire, on peut avoir des gains de performance très élevés. C'est pour ça, par exemple, Nicolas, que tu vois que les très grands en IA ont toujours leur hardware. Google a développé ses TPUs, Tesla a des DGX voilà, comme nous. Pareil pour Apple. Facebook Meta, et Facebook Meta a même annoncé développer son propre hardware très récemment. Donc, c'est cette notion que si on veut être un player majeur dans le monde de l'IA, ben, il faut maîtriser toute la chaîne de valeur, y compris les aspects hardware assez low level, parce que des optimisations low level peuvent avoir un impact colossal sur la performance et la productivité.
Ouais, tout à fait. T'as pas peur d'être confronté un peu à une pénurie de GPU, d'A100 dans le futur, Ben, avec je pense que une demande énorme qui a lieu en ce moment, tu vois. ben, effectivement, avoir son propre hardware, déjà c'est une garantie contre ça. Même si on est aussi, on utilise énormément le cloud, on est très partenaire par exemple avec Google Cloud, on a une expertise sur cloud TPUs. Mais c'est vrai que le fait d'avoir son hardware, c'est un asset, je dirais, stratégique. Non, c'est arrivé dans le passé, hein. Nous, on a travaillé avec tous les cloud providers, donc AWS, Azure et autres. C'est arrivé dans le passé que bah, si vous êtes une startup, vous tapez à la porte d'un cloud provider, vous dites, écoutez, j'ai l'argent, je veux faire tourner ce run à grande échelle. Ils vont dire, bah, désolé, en fait, on n'a pas de machine, tout a été pris. Donc, le hardware, c'est quelque chose de fondamental. Et j'irai même plus loin, c'est si on voit aujourd'hui les questions géopolitiques majeures, par exemple autour de Taïwan, autour de TSMC, donc la fameuse fab à Taïwan, l'usine la plus chère du monde, ben finalement, qui contrôle le hardware, quelque part, contrôle le monde. Et donc, si vous voulez être sérieux en IA, si vous voulez faire des choses à grande échelle en IA, la question de maîtriser votre puissance de calcul, ou tout du moins une bonne partie de votre puissance de calcul, c'est une question essentielle. Hmm. Ok, très bien. Merci Karim. Alors, petite question aussi. Donc, j'ai vu que il y a eu cette opération, donc l'acquisition d'InstaDeep par BioNTech. Donc, félicitations parce que pour un acteur tunisien dans l'IA, c'était une nouvelle énorme quand même. Qui a été annoncé il y a quelques mois. Mais donc, ce que je voulais comprendre, c'est aujourd'hui, vous travaillez dans plusieurs domaines. Vous travaillez sur de l'optimisation qui peut être sur de la logistique, plein de secteurs différents. Le fait de cette acquisition par BioNTech, est-ce que ça vous force à travailler uniquement dans les biotechnologies ou vous conservez vos clients et vos activités précédentes? Donc, ça a été annoncé officiellement, hein, par nous et par BioNTech. InstaDeep va continuer à rayonner sur plusieurs secteurs. Donc, bien entendu, on va amplifier et faire des choses, on l'espère, très intéressantes d'un point de vue innovation avec BioNTech dans les années à venir. Ça, c'est dans le domaine de la biotechnologie. Mais on va continuer également à rayonner sur plusieurs secteurs, logistique, design de circuits imprimés, voilà, travailler avec des grands groupes industriels en France, aux États-Unis. Et l'esprit, peut-être pour commenter sur cette décision, l'esprit, c'est vraiment qu'InstaDeep aujourd'hui, c'est un acteur majeur dans l'IA en Europe et dans le monde. Donc, on est basé maintenant à Londres, mais on a également une très grande équipe à Paris. Donc, Paris, aujourd'hui, le bureau le plus important d'InstaDeep à égalité avec Tunis. Mais donc, InstaDeep est aujourd'hui un acteur mondial de l'IA qui a un impact et qui travaille de très près avec les entreprises. Donc, dans le secteur B2B, je dirais aujourd'hui, nous sommes le leader. Et à travers cette capacité à se frotter à différentes problématiques, développer des technos intéressantes, on a parlé du multi-agent RL, mais finalement, on crée un savoir-faire qui a de la valeur et qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans notre collaboration stratégique avec BioNTech. Donc, c'est ça l'esprit de notre approche. Et donc, on va continuer à faire des choses intéressantes et productives dans différents domaines dans l'avenir. Très bien. Alors, Karim, on parle en ce moment beaucoup là de. Il y a 1000 news hein, chaque semaine, mais donc en tout C'est cas, clair, il y a, c'est il y a la deux, folie. voilà, il faut suivre. Moi, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais je sais que toi, tu es à fond sur le sujet aussi. Mais donc, il y a 2 semaines, grosso modo, tu sais, il y a eu la question un petit peu de l'open source, avec en disant un ingénieur de Google, tu sais, qui est quelque chose qui a fuité sur Discord, il disait grosso modo, il y a pas de barrière à l'entrée. Finalement, OpenAI, les GAFAM sont pas si bien positionnés que ça, parce que dans l'IA aujourd'hui, et en particulier dans les LLM, ce qui va cartonner, c'est l'open source, parce qu'on peut faire beaucoup avec peu de ressources, en utilisant des modèles existants, en les réentraînant plus vite, avec ce qu'on appelle le LoRa. J'ai regardé un petit peu sur le site d'InstaDeep, j'ai vu que vous faisiez aussi de l'open source. Est-ce que tu peux me donner un peu ton point de vue sur cette dynamique open source?
Donc, déjà, nous, à Instadeep, on croit à fond à l'open source. C'est vraiment dans notre ADN dès le début. Un moment clé dans l'histoire d'Instadeep, c'était quand on avait fait notre première découverte majeure en IA, qui était un algorithme qui s'appelle Ranked Rewards, qui permettait en gros d'utiliser AlphaZero. On a adapté AlphaZero à des cas d'optimisation combinatoire industrielle. Donc, c'était quelque chose qui avait beaucoup d'applications. Et à l'époque, on s'était posé la question, est-ce qu'on va breveter ça? Est-ce qu'on va en parler ou pas? Et j'avais pris la décision, en fait, d'open sourcer. Donc, on avait sorti un papier de recherche, on avait donné au monde, en fait, notre idée. Et ce qui est génial, Nicolas, finalement, c'est que ça a mis quelque part InstaDeep sur la carte des startups sérieuses en termes de recherche en IA. Ça nous a permis de développer une collaboration avec DeepMind et Google. Et ça nous a Ah, même permis de trouver des clients. Et donc, quelque part, nous, on a vu la puissance de l'open source et on est mhm. un contributeur dès le début à l'open source. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant dans ce leak de Google, c'est je partage certains aspects. Je suis d'accord sur le fait que l'open source est très puissant. Après, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de moats pour Google ou autre. Je dirais que une des premières barrières d'entrée, barrière d'entrée, une des premières barrières d'entrée, c'est la puissance de calcul. Parce que si vous voulez être compétitif, si vous voulez faire aussi bien que GPT-4, aussi bien que Gemini, qui est le prochain modèle de Google, si vous n'avez pas de puissance de calcul, OK, vous allez peut-être faire des variations des modèles qui existent déjà, mais si vous voulez le NEC le plus ultra, vous ne pourrez pas y échapper. Il va vous falloir beaucoup de puissance de calcul, beaucoup d'ingénieurs de très haut niveau. Donc, je ne suis pas d'accord Mhm. sur le fait qu'il n'y a pas de barrière d'entrée. Clairement, c'est un domaine où les barrières d'entrée peuvent être très élevées si vous voulez faire des choses de pointe, si vous voulez repousser l'état de l'art. Par contre, si vous êtes plus dans une approche de adapter ce qui existe déjà, le faire tourner sur un laptop alors qu'avant ça tournait sur un GPU A100, etc. Oui, là on a une explosion extraordinaire de créativité. Donc l'open source, là où c'est sympa, c'est que ça permet à énormément de jeunes startups de faire des choses formidables, de créer des produits de demain, finalement de réaliser la promesse de l'IA. Maintenant, il faut être réaliste. Si vous voulez faire des choses qui vont plus loin que ce que fait OpenAI ou Google, ça va être un peu difficile. Ouais, ouais, clairement. Il va falloir un peu de hardware. Un petit peu. Euh, Alors, Karim, j'aimerais avoir un peu ta vision sociétale, tu vois, au niveau de l'impact de ces innovations IA récentes, en particulier génératives, sur l'éducation, l'emploi. Quel est un peu ton feeling là-dessus? Je dirais que c'est un moment extraordinaire parce que finalement, moi je suis dans l'IA depuis très longtemps, hein. Je faisais des réseaux de neurones à la sortie de Polytechnique il y a 20 ans, Ah, mais j'ai vu l'accélération de l'apprentissage profond, le deep learning depuis 2012, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, tout le monde avait ce rêve qu'un jour l'IA, ça allait marcher, ça allait vraiment, on pourrait parler au système, etc. Et on y arrivait à ce jour-là. Donc, par exemple, le fameux oracle mythique de la Grèce antique, cette sorte de Pythie à laquelle on parle, l'oracle de Delphi, etc. Quelque part, il existe aujourd'hui. Et donc ah, aujourd'hui, je dirais d'un point de vue sociétal, et c'est très important, on doit faire un choix. C'est quoi le choix? Et c'est vraiment littéralement chacun d'entre nous qui doit faire ce choix. Le choix, c'est soit se laisser guider et bercer par l'IA et devenir finalement complètement déconnecté et improductif, ou soit utiliser ces outils pour devenir meilleur, pour avoir un impact encore plus grand. Parce que la réalité, c'est que ces outils, en fait, finalement, ils vous donnent une capacité à créer des richesses, à créer de la valeur pour la société qui est absolument inouïe. Tu mentionnais le domaine de l'éducation. Moi, je suis convaincu que GPT-4 et les systèmes d'IA de type, voilà, la dernière version de Bard ou future version Gemini, sont des choses qui vont révolutionner l'éducation. Mais il faut avoir cette démarche de rester critique et de faire en sorte que les humains sont accélérés par le système. Donc, pour donner une analogie, le choix qu'on a d'un point de vue sociétal, c'est comme quand on se déplace d'un point A, d'une ville à une autre. On pourra dans l'avenir soit appeler une voiture autonome qui va venir vous chercher, vous allez monter dans la voiture, vous allez dormir, la voiture est autonome, il y a le GPS qui vous emmène à votre endroit, vous arrivez à destination, vous n'avez aucune idée du chemin, vous êtes incapable de prendre la voiture et de conduire, ou vous hmm. pouvez prendre un vélo
Et un vélo, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une amplification de votre énergie, de votre capacité physique et intellectuelle. Vous maîtrisez le vélo, c'est-à-dire vous décidez où vous allez, mais le vélo vous accélère. D'un point de vue efficacité énergétique, le vélo, en fait, est plus efficace qu'une voiture, est plus efficace que la marche à pied. Et donc, le choix, c'est est-ce que vous êtes plus voiture qui vous guide et où il ne se passe rien et vous devenez finalement incapable de savoir même où vous allez, ou est-ce que vous gardez le contrôle? C'est ça la question. Et la réalité, c'est qu'on peut garder le contrôle. On peut utiliser ces outils pour apporter un plus à la société. Et donc, moi, je suis énormément engagé à titre personnel pour soutenir les startups, dans les initiatives aussi dans l'éducation et tout. Et je dirais que les outils qu'on a aujourd'hui sont absolument extraordinaires. Si vous pensez, par exemple, en Afrique, aujourd'hui, si vous avez une connexion Internet, si vous avez un accès à un LLM moderne, un professeur peut énormément faire des choses absolument fantastiques. Même un élève à titre individuel peut apprendre si on crée des assistants personnalisés de développement individuel. Donc, c'est des choses qui étaient absolument impossibles dans le passé. Donc, c'est à nous de faire le choix. Est-ce qu'on se laisse guider, on se laisse endormir par ces systèmes, ou est-ce qu'au contraire, on les utilise pour créer un monde meilleur? Et je pense que tu as compris le choix que j'ai fait. Clairement. Alors, je vois très bien. Merci, Karim. Alors, je ne savais pas que tu étais depuis 20 ans que tu faisais des réseaux de neurones. Donc, toi, tu es comme Yann Lequin, grosso modo, non, mais donc à l'ancienne. Et donc, tu as cru à ça, ou tu t'y es intéressé il y a très longtemps. Oui, donc quelque chose de marrant, c'est que je suis en fait un ancien du Courant Institute of Mathematical Sciences à New York, qui est le même labo de MATAP où Yann Lequin donne des cours. J'ai donné des cours là-bas. J'ai pas eu la chance de croiser Yann à NYU, je l'ai croisé dans d'autres situations. Mais oui, c'est un petit peu la même approche. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point les systèmes se sont développés. L'IA, en fait, aujourd'hui, c'est une triple exponentielle. Plus de données qui croient exponentiellement, plus de puissance de calcul, loi de Moore et autres, mais aussi une créativité de la part des chercheurs sur les modèles. Si on avait cette conversation il y a 5 ans, Nicolas, en fait, on aurait à peine mentionné Transformer et autres, on aurait parlé plus de LSTM et RNN, etc., sur les technologies de langage. Tout a changé très, très vite. Et donc, cette triple exponentielle, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va s'accélérer encore plus. Donc oui, je suis dans le domaine depuis longtemps. J'ai toujours été passionné par les maths appliquées. Et pour moi, l'IA, c'est le plus beau fruit des maths appliquées. Et maintenant, il faut s'assurer que ce beau bébé qui est en train de grandir soit utile à la société et que les risques qu'il apporte, parce qu'inévitablement, il y a des risques, on en ait conscience et qu'il y ait un vrai débat dans la société. D'ailleurs, je suis ravi de voir que ça a commencé à être le cas. Parce qu'effectivement, c'est une technologie très puissante et qui dit technologie très puissante et dit risque potentiel. Donc, il faut être pragmatique et voilà, essayer de résoudre ça également. Je vois très bien. Merci, Karim. Alors, je veux profiter de ton expertise un peu sur une question. Ma question, c'est est-ce que, selon toi, tu vois les LLM pourraient être conscients? Et je veux te poser aussi la question un petit peu, tu sais, de ce qu'on en parle pas mal en ce moment, c'est un peu les propriétés émergentes dans ces LLM. En gros, ils font des trucs auxquels on ne s'attendait pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, oui, effectivement, je pense que l'aspect émergence de capacités nouvelles à travers l'entraînement des LLM à très grande échelle, c'est quelque chose de fascinant. À mon avis, on va en voir beaucoup plus. Et c'est même perceptible. Hein. Si vous essayez, par exemple, GPT 3,5, donc le chat GPT de base, et vous essayez GPT-4, on voit une différence assez remarquable en termes de performance. Donc, je pense qu'on va continuer à voir des choses comme ça. Et donc, la question fondamentale, finalement, c'est est-ce que la conscience est une propriété émergente? Je dirais que c'est possible. On aura la réponse dans les années à venir, mais que les experts sur le sujet ne sont pas tranchés. C'est possible que, d'une part, on ait des systèmes extrêmement intelligents, extrêmement compétents, l'intelligence étant définie comme la capacité à accomplir des objectifs complexes, par exemple, prendre une voiture et conduire de point A à point B. Il faut beaucoup d'intelligence pour le faire. D'ailleurs, on n'a pas totalement résolu ce problème, on y est presque, mais on n'a pas totalement résolu ce problème. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir conscience automatiquement. Donc, on peut avoir des systèmes extrêmement intelligents,
sans conscience. Si tu me demandes mon avis à titre personnel, je dirais que c'est possible, voire même probable, que la conscience, finalement, est un phénomène émergent d'un système qui processe des données et qui a une puissance de calcul très élevée. C'est pas impossible que la conscience, c'est quelque part une sorte d'émergence du modèle qui se regarde lui-même en train de digérer toutes ces données ou quelque chose de ce type-là. On aura la réponse dans des années à venir. Mais là aussi, ça reste quelque chose de difficile, de très difficile à définir. Si vous avez un agent IA qui vous parle très bien, qui a l'impression d'être conscient, est-ce qu'il est conscient pour autant? C'est presque un débat philosophique. Mais je pense qu'il va y avoir des progrès dans les années à venir. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à Westworld ou à Matrix très vite. Euh, et, et alors, question sur les dangers de cette intelligence, d'une super intelligence. Yann Lequin, ce qu'il dit souvent en ce moment, c'est pas parce qu'il y a une super intelligence, enfin, l'envie de domination n'est pas forcément liée, tu vois, à l'intelligence. Euh, donc, est-ce que tu penses et j'espère que oui, qu'on peut trouver un alignement de nos intérêts donc, et un alignement vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Sur ce sujet-là, en fait, j'apprécie beaucoup Yann Lequin et je trouve qu'il a été absolument extraordinaire. Il a réussi à, par exemple, tout ce qui est self-supervised learning, l'apprentissage self-supervisé, il a été extraordinaire et visionnaire. Mais sur ce coup-là, je pense effectivement que ces systèmes peuvent être très dangereux. Et donc, si on prend cet argument de oui, finalement, l'intelligence, ça ne veut pas dire volonté de domination. Je dirais oui, c'est vrai. Mais maintenant, imaginez que pour une raison X, Y, il y a un système qui est très intelligent et qui a l'envie de dominer. D'ailleurs, ça pourrait être un humain qui a des mauvaises intentions qui crée ce système. Ça peut arriver. Ce qui va se passer d'un point de vue évolution et sélection naturelle, c'est que c'est le système qui a envie de dominer. S'il est aussi intelligent que tous ceux qui n'ont pas envie de dominer, mais lui, il a envie de dominer, il y a des chances qu'il va dominer. Et donc, en fait, les pressions évolutionnaires, donc si on voit tout ce qui est évolutionnaire au sens darwinien, sélection naturelle et autres, finalement, ça vous montre qu'il y a un risque réel d'émergence de systèmes qui, pour une raison X, Y, finalement, ont cette volonté de domination et du coup deviennent dominants. Et ce qu'on peut voir dans l'histoire, hein, si on voit l'histoire, c'est que finalement, l'espèce la plus intelligente a toujours dominé les autres. Alors peut-être que dans l'espèce humaine elle-même, c'est pas forcément la personne la plus intelligente qui est président. Je pense que si on voit les US, c'est facile de s'en rendre compte. Mais les humains, de manière générale, dominent tout l'écosystème, la vie sur Terre, et les animaux, les plantes, etc. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Et je suis d'ailleurs un des signataires de la lettre qui a été véhiculée par Max Tegmark et Future of Life Institute, qui a été signée par Elon Musk et autres, parce que c'est quelque chose, finalement, donner cette capacité d'agent à un système extrêmement intelligent, c'est quelque chose où il faut être pragmatique. Il y a un vrai risque et prendre connaissance du risque, quelque part, ça ne va pas arrêter le progrès, hein, même si la lettre n'arrêtera pas le progrès. Mais le but, c'est vraiment de lancer un débat au niveau de la société, un débat qui atteigne aussi les plus hautes sphères des gouvernements, ce qui est le cas aujourd'hui, pour avoir une prise de conscience des risques. Donc moi, je suis quelqu'un d'optimiste, mais on peut être optimiste tout en ayant conscience des risques de dérapage. Et concernant ta question sur l'alignement, aujourd'hui, la question de l'alignement, elle n'est pas résolue. Et je dirais que c'est extrêmement urgent qu'on ait beaucoup plus de personnes qui travaillent sur le sujet. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est super intéressant que Geoff Hinton, qui a repris sa liberté en quittant Google, même s'il était en très bons termes. Et Google, d'ailleurs, est une société qui a fait du très, très bon travail et qui a été très responsable concernant l'IA, les risques liés à l'IA. Qu'on ait des personnalités comme Geoff qui clairement tirent la sonnette d'alarme, c'est important pour qu'on développe beaucoup plus la notion de sécurité et de robustesse de l'IA. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire encore sur le sujet. Et c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Mieux vaut prévenir que guérir. Et dans ce sujet-là, c'est vraiment important.
Oui, oui, c'est très important d'en parler. C'est aussi pour ça que je réalise ce podcast avec des invités comme toi. Donc, alors, petite question que j'ai jamais posée pour le coup, c'est, j'en profite rapidement. C'est, tu sais, donc Elon Musk là avec Tesla. euh, bon bah, il y a toutes les histoires sur l'IA, mais ce que je veux te demander, c'est, tu sais, c'est sur les robots Optimus. Là, on voit en Oui. fait qu'il fait des avancées significatives. Euh, et en fait, euh, moi, je trouve ça incroyable. Après, il parle peut-être de un robot par être humain, voire deux, donc 10 à 20 milliards de robots. Bon, c'est des projections. Mais ces robots, en fait, on peut se dire aussi qu'ils peuvent faire peur aussi, parce que eux, pour le coup, ils peuvent faire penser un petit peu à l'image dystopique de Terminator et avec une IA embarquée dans le robot. Comment tu les vois, ces robots? Non, absolument. C'est quelque chose où les risques sont clairs. D'ailleurs, Elon Musk lui-même a été très clair sur les risques. Et le point de vue d'Elon Musk, c'est que finalement, bah, si c'est Tesla qui développe et qui est le leader en termes de robotique humanoïde, hein, donc des robots qui ressemblent et qui se comportent comme des êtres humains, qui finalement ont une sorte de compatibilité avec toutes les activités humaines, vu qu'ils ont le même poids, les mêmes, voilà, la même agilité et voilà, le même nombre de doigts dans une main, etc., qu'un être humain. Et donc, le point de vue d'Elon Musk, c'est que c'est un sujet très important et très risqué. Et du coup, bah, finalement, c'est pas mal que ce soit Tesla qui soit en pointe parce que Tesla, bah, quelque part, c'est une société publique et donc les personnes peuvent, voilà, il peut y avoir un vrai feedback de la part des actionnaires, mais de la société au sens large sur ce que fait Tesla. Donc, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Et je dirais que les risques, effectivement, les risques potentiels et les opportunités de création de richesse augmentent avec des systèmes humanoïdes qui vont être dans la vraie vie plutôt que sur Internet. Donc, c'est le passage ben voilà, d'une intelligence de très haut niveau, mais qui est digitale, à une intelligence qui est digitale, mais aussi physique, ce qu'on dit, la notion de embodied intelligence, une intelligence incorporée, ben, c'est quelque chose qui va créer, on l'espère, beaucoup de valeur, mais qui va rendre du coup les risques très concrets. Bon, mais c'est bien qu'on en ait conscience, et de mon point de vue, c'est bien que les sociétés les plus en pointe sur le sujet, il n'y a aucun doute qu'Optimus de Tesla sera un acteur majeur de la robotique humanoïde, probablement l'acteur majeur, parce qu'ils ont la capacité de production à très grande échelle, ils ont une expertise de classe mondiale sur les batteries, etc. Et donc, si vous voulez créer des milliards de robots, bah, c'est bien d'être capable voilà, de produire à très grande échelle et autres. Mais c'est bien que dès le début, il y ait cette notion et cette prise de conscience. Donc, je pense qu'on va avoir des Mmh. choses vraiment extraordinaires dans les 5-10 années à venir sur le sujet. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je pense qu'ils vont être super bons là-dedans. C'est un peu mettre comme il disait, une voiture à la verticale. Mais je trouve ça quand même un peu ironique parce que pour moi, je trouve ça génial et j'ai beaucoup d'attentes là-dessus. Mais c'est quand même encore des nouveaux dangers que ça va amener, cette IA, donc, incarnée et dans les humanoïdes de la part d'Elon Musk, qui quand même, tu vois, défend un discours en disant il faut faire très 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 attention sur les développements de l'IA. Oui, en fait, dans son esprit, je pense, il n'y a pas de, il y a pas de, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contradiction entre ces deux aspects-là. C'est parce que c'est un sujet dangereux que Elon Musk veut être un acteur majeur, parce qu'il a toujours cette vision entre guillemets, sauveur de l'humanité, ou du moins de quelqu'un qui a vraiment conscience des risques. Et donc, quelque part, est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a conscience des risques et qui mène cette épopée industrielle? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui plus dit non, non, finalement, il n'y a aucun risque parce que ce sont des intelligences et elles n'auront aucune volonté de dominer le monde? Moi, j'ai tendance à dire, je préfère avoir quelqu'un qui est un peu parano, mais qui en même temps avance et va apporter quelque chose à la société. Il faut à la fois être optimiste tout en ayant une très bonne prise de conscience de qu'est-ce qui peut ne pas se passer comme prévu. Et il faut, je dirais, c'est très important, on n'arrêtera jamais le progrès. Donc, c'est plus être conscient et je dirais qu'au niveau des gouvernements, il nous faut clairement plus de régulation en IA, mais cette régulation doit être intelligente. Elle ne doit pas briser la créativité des startups. C'est plus aux frontières des systèmes. C'est-à-dire les gens qui vont entraîner un LLM à une échelle
inconnues, jamais faites auparavant, des gens qui vont développer des armées de robots, ce qui n'a jamais été fait, etc. C'est là où il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir nécessairement réguler toutes les startups, et ça serait probablement une mauvaise idée. Mais voilà, c'est moi la chose qui me rend peut-être un peu optimiste, c'est de voir qu'il y a quelques mois, il y avait relativement peu de prise de conscience. Et tout d'un coup, grâce à cette lettre de Tegmark et de toutes les sommités de l'IA que j'ai signée, grâce à d'autres initiatives aussi, on a vu notamment des hearings au sein du gouvernement US avec les acteurs majeurs, rencontrer le président des États-Unis, etc. Et j'espère une régulation intelligente en Europe. Finalement, c'est comme ça qu'on avance. Mais de toute manière, on n'arrêtera pas le progrès. C'est plus une question de l'encadrer. Très clair, très clair. Et surtout pas donc poser trop Donc très important d'avoir ce cadre de régulation. On l'attend. Et après, pas faire porter non plus une régulation trop forte sur des petits acteurs qui peuvent pas, qui seraient bloqués en fait par ce cadre. Karim, je voudrais te demander surtout rapidement un petit peu la place et comment tu vois l'IA en Afrique et que tu nous parles au passage d'un documentaire que tu soutiens qui est Cape to Carthage. Oui, absolument. Donc, moi, dès le début, ayant grandi moi-même, notamment à Tatooine, hein, qui est la planète des sables dans Star Wars, j'ai Ah oui, toujours oui, eu oui. cette vision que finalement, il y a une grande partie du monde où il y a des jeunes formidables, mais qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas l'environnement positif qui leur permette de se développer. Et donc, dès le début, ma vision d'Instadip, c'était qu'Instadip soit un acteur mondial et voilà, un acteur majeur en Europe et dans le monde de l'IA, mais aussi un leader en Afrique où on offre des opportunités aux jeunes qui sont nouvelles et qui ne sont jamais arrivés précédemment. Et donc, Cape to Carthage, l'idée, c'était quoi? C'est l'idée de dire, on va filmer une jeune équipe d'Afrique, de chercheurs africains de plusieurs nationalités. On va mettre tout ce beau monde ensemble avec des objectifs, pour le coup, de classe mondiale. C'est-à-dire il faut avoir cette audace de faire des choses qui n'ont jamais été faites en termes d'innovation, recherche et autres. Et l'idée, c'était, voyons ce qui se passe. Et c'est ce qui a mené à ce documentaire qui est sélection officielle au Festival international du film IA à Park City, au Utah, aux États-Unis, mais qui est vraiment une aventure humaine. Et donc, on espère, on va le réaliser de manière public sur Internet et autres. Mais c'est vraiment l'histoire de est-ce qu'on peut voir le monde différemment? Est-ce qu'on peut voir le monde d'une manière plus inclusive? Et est-ce qu'on peut donner une chance à l'Afrique, aux jeunes talents africains, de peser sur le monde de demain? Parce que la réalité, c'est que le monde de demain, ils vont être à fond dedans et ils doivent absolument en être un acteur positif, comme les jeunes des autres régions et des régions développées notamment. Ouais, j'en suis convaincu, c'est un enjeu énorme. Tout faire pour que l'IA soit inclusive et en effet qu'elle aide au niveau de l'éducation et de ce qu'ils peuvent faire les pays africains. Et que la richesse et le développement ne soient pas concentrés dans les mains juste des États-Unis ou de certains pays. C'est un enjeu hyper important. Donc bravo pour cette initiative Cape to Carthage et je pense que tu continueras dans ce sens-là avec Instadip, donc on suivra ça. Oui, absolument. Alors, C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, même à titre personnel. Et c'est comme ça qu'on va construire un monde où l'IA est bénéfique à tous. Il faut que tout le monde soit un acteur, se sente concerné et se sente quelque part inclus dans cette création de richesse et dans cette création d'une société, on l'espère, plus développée, mais qui reste à caractère humain et positif. Donc, c'est un enjeu majeur, à mon avis. Ouais, tout à fait. J'en parlais, mais l'IA, donc, elle peut apporter plein de synergies, permettre à plein de personnes d'avoir plus de richesse, plus de temps, plus de loisirs. Il faut que ce soit inclusif. Alors, Karim, est-ce que tu as une timeline pour l'AGI? L'AGI, Nicolas, j'ai envie de te dire, on vient d'entrer dedans.
Donc, l'AGI, c'est pas binaire, c'est pas oui ou non. C'est plus pour moi C'est une sorte de… GPT, 4. Voilà, c'est plus, en fait, si on voit une distribution, voilà, une fonction cumulative de probabilité qui s'accumule entre 0 et 1, je dirais que peut-être on est à 5% aujourd'hui. Et depuis, effectivement, GPT-4 qui a certaines caractéristiques qui sont proches de AGI. Donc, comment je définis AGI? Parce que là aussi, c'est une question de définition. AGI, c'est être capable de faire des choses au niveau d'un être humain, d'un citoyen normal de la société. Et c'est ce qu'on voit avec GPT-4. Il y a des choses que GPT-4 est capable de faire qui correspondent à ce que ferait un très bon avocat ou un expert en, je sais pas moi, en un domaine écrit un col blanc classique, un col blanc normal. Donc, on a commencé. Donc, on vient de rentrer dans l'âge de AGI, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il va y avoir des développements et je dirais que des seuils critiques où vraiment ces systèmes commencent à prendre une bonne partie des capacités de ce que font beaucoup de personnes dans la société, c'est quelque chose qu'on va voir dans les années à venir. Donc, si je devais donner une timeline à peu près du moment où finalement l'IA peut faire une majorité des activités humaines, je dirais que ça va se développer au cours de cette décennie. Bien entendu, pourquoi on commence par l'école blanc? Parce que finalement, l'école blanc, c'est un travail digital. Donc, c'est d'une manière marrante, plus facile de répliquer ça que de créer un robot humanoïde qui va venir faire de la plomberie chez vous. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais je dirais qu'on va avoir des avancées significatives. Donc, oui, AGI au sens large, c'est clairement quelque chose, à mon sens, qui peut arriver entre les 2-3 prochaines années dans un scénario rapide et 5-7 années dans un scénario plus lent. Excellent. C'est un peu aussi donc le paradoxe de Moravec sur donc le digital qui peut être remplacé très rapidement versus des tâches physiques qui prendront un peu plus de temps. Absolument. Et ça, personne s'y attendait, hein. On disait, le débat en IA il y a 5-10 ans, c'était mais l'IA ne sera jamais créative, etc. Et finalement, la première chose que l'IA remplace, ou en tout cas fait à une performance équivalente, c'est tous les aspects créatifs et école blanc. Et quelque part, le job le plus sûr ou le plus sécurisé, c'est d'être très manuel finalement, que ce soit mécano, plomberie, etc. Des jobs très manuels et à composante, voilà, interaction humaine très élevée. Donc, c'est remarquable comment ça montre d'ailleurs un petit peu la futilité d'essayer de prévoir l'avenir en IA quand on essaie de le prévoir de manière très granulaire. Ce qu'on peut prévoir dans un sens large, c'est l'évolution de la puissance de calcul, l'évolution des capacités fondamentales. Et sur ce point de vue, Ray Kurzweil, qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs en ce moment, mais Ray Kurzweil a eu raison. Et si on revoit les prédictions qu'il avait du moment où ces systèmes pourraient avoir une intelligence proche de l'intelligence humaine, en fait, on voit qu'il a raison. Mais c'est parce que Ray Kurzweil réfléchit à une échelle macro, c'est-à-dire il voit la puissance de calcul et à partir de là, il fait des prévisions. Mais si on essaie d'être beaucoup plus granulaire, il faut rester humble parce que ça montre que c'est très difficile d'être correct sur ce genre de questions. Très bien, et c'est vrai, je vois très bien sur Ray Kurzweil. Alors, dernière question, Karim. Est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction que tu nous recommandes? Oui, alors, moi je dirais, de point de vue livre, il y a un livre que j'ai lu récemment qui est absolument fascinant, qui s'appelle Avogadro Corp. Donc, Avogadro, donc le nombre d'Avogadro, Avogadro Corp. Et c'est un truc génial, c'est de William Hertling. Et ce qui est génial dans ce bouquin de science-fiction, c'est qu'il a été écrit en 2011. Okay. Et en 2011, et donc Avogadro Corp, quelque part, c'est quoi? C'est une vision de Google, en fait, parce que Google aussi, c'est le chiffre très élevé, etc. Donc, et ça décrit le scénario d'un LLM qui est dans l'email, qui prend le contrôle de l'email d'une grande société de tech et qui décrit finalement un scénario de singularité à la base de ça. Et moi, j'ai été fasciné par ce bouquin parce que, écrit en 2011, il a déjà prévu pas mal de ce qu'on voit sur les LLM aujourd'hui. Et en même temps, il décrit un scénario où finalement, chaque chose mène à autre chose. Et il n'y a aucun moment, quand on lit le bouquin, on se dit, non, là,
l'auteur a complètement déliré, c'est pas possible, etc. Finalement, c'est toujours à la limite du possible, mais c'est pas complètement choquant, et on se retrouve avec un scénario de singularité à la fin. Et donc, j'ai trouvé ce bouquin vraiment fascinant, et c'est quelque part un bon message de voilà, qu'est-ce qui peut se passer. La réalité, c'est qu'il ne se passe jamais ce qui était prévu dans les bouquins, mais ça montre un petit peu le potentiel. Et ce qui est génial, c'est qu'en 10 ans ou en 12 ans, ben, des choses qui étaient déjà science-fiction sont devenues réalité. D'autres sont encore science-fiction, mais ça nous met un petit peu, voilà, ça nous met dans le bain de ce qui peut se passer. Trop cool. Et écoute, je ne connaissais pas ce livre, on ne l'avait pas cité. Très intéressant, on va regarder. Et un film? Film, ben, moi, je reste un très, très grand fan du premier Star Wars, qui pour moi a un aspect… Là où tu as grandi. Là où j'ai grandi, et ce qui est génial, c'est que des années plus tard, quand j'étais par exemple aux États-Unis, si les gens vous demandent d'où vous venez, donc moi je suis franco-tunisien, mais j'ai grandi notamment à Tataouine, et si je leur disais Tunisie et tout, je ne connais pas du tout, rien à faire, je ne connais pas. Par contre, si je dis I'm from Tatooine, Star Wars Planet, tout le monde est là, non, c'est incroyable, est-ce que je peux prendre une photo avec toi et tout? Et donc, j'ai grandi avec un peu voilà, cette culture de Star Wars, d'aller visiter les sites où ça a été tourné, ce qu'on peut toujours visiter aujourd'hui dans la région de Tataouine. Mais ce qui est intéressant, et ça, je vais te donner une idée nouvelle sur le sujet, c'est que finalement, ce qu'on décrit dans Star Wars, ce conflit entre le bien et le mal, très manichéen, mais intéressant, cette notion de la force, cette puissance qui, quelque part, est partout autour de nous, qui drive les civilisations, qui peut être très bonne ou très mauvaise en fonction de l'utilisation qu'en font les hommes, ben, j'ai réalisé quelque chose, c'est que la force, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Et que tous les débats d'aujourd'hui sur l'IA, ben, la force, si tu revois Star Wars et tu penses la force, c'est l'IA, et que ben, tu dois décider si tu te bats pour que la force, ça soit quelque chose de bénéfique pour la société, pour l'univers au sens large, ou au contraire, c'est quelque chose qui va être utilisé d'une manière très négative, très maléfique, ben, c'est le débat d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ce film-là représente beaucoup pour moi. Et c'est aussi pour ça que le sens de mon action à travers InstaDeep et tout ce que je fais à un niveau personnel, c'est de m'assurer, on l'a même mis dans la mission de la société, c'est de s'assurer qu'on développe ben, une force extraordinaire, la force, l'IA, mais dans un but bénéfique pour la société. Donc voilà. Donc toi, tu es un Jedi, Karim. Voilà, je suis un Jedi de Tatooine et je suis fidèle à ses idéaux. Super. Merci beaucoup, Karim. C'était un plaisir de t'interviewer et à bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt, Nicolas.